intérêt à dépister assez tôt, enfin le plus tôt possible, un mélanome, parce que il va quand même progresser au cours du temps, hein, par définition. C'est ça qui est dangereux, parce que c'est quelque chose qui va augmenter de taille et surtout d'épaisseur. Et plus l'épaisseur est importante, plus le risque métastatique est important. Donc on comprend bien qu'on a intérêt à l'enlever le plus tôt possible. Alors il est vrai que certains mélanomes, le sous-type dit nodulaire, c'est un mélanome qui grossit très vite et qui est assez précocement associé à un risque métastatique. Donc celui-là, malheureusement, même si on l'enlève tôt, quelquefois on n'empêche pas la survenue des métastases. Mais dans la plupart des cas, il y a une extension en surface initialement, avant que ce soit en profondeur. Et à ce moment-là, évidemment, on a intérêt à l'enlever tôt, parce que moins ça a touché le derme, ce qui est juste en dessous de l'épiderme, moins ça a été dans le derme où il y a les vaisseaux sanguins et lymphatiques, moins le risque de dissémination est important. Donc évidemment, le reconnaître et l'enlever chirurgicalement le plus tôt possible. Aujourd'hui, le mélanome touche environ 9000 personnes par an. Enfin, ça veut dire que 9000 nouveaux cas de mélanome surviennent par an. C'est une approximation, parce qu'on ne peut pas vraiment comptabiliser tous les cas. C'est souvent des lésions qui sont enlevées par le dermatologue, qui sont analysées par l'anatomopathologiste, qui regarde ça au microscope en ville. Mais on fait des extrapolations par rapport à des régions où c'est bien comptabilisé. Donc on estime à 9000 nouveaux cas par an l'incidence du mélanome. On sait aussi qu'il y a environ 1500-1600 personnes par an qui décèdent des suites immédiates d'un mélanome. Vous voyez ? Donc heureusement, ça veut dire que la plupart des cas n'entraînent pas le décès. La plupart des mélanomes sont enlevés et puis après vont être surveillés. Alors évidemment, il y a un sous-groupe de patients chez qui la lésion va être enlevée trop tard, ou la lésion va être d'emblée trop agressive, et malgré l'exérèse de la lésion primitive, du mélanome qu'on voit sur la peau, eh bien, ça n'empêche pas la survenue de métastases. Et quand les métastases sont disséminées, malheureusement, encore, même avec tous les progrès qu'on a fait aujourd'hui, malheureusement, c'est encore une maladie qui, le plus souvent, est fatale. Alors, on n'est pas à égalité devant le risque du mélanome. Il faut savoir que les gens qui ont la peau claire, qui prennent facilement des coups de soleil, qui ont les yeux clairs, beaucoup de taches de rousseur, beaucoup de grains de beauté, les gens qui ont des antécédents de mélanome, soit eux-mêmes, s'ils en ont déjà fait un, soit dans leur famille, eh bien, tous ces gens-là ont plus de risques de faire un mélanome que les gens à peau foncée ou noire. Les patients en Afrique font beaucoup moins de mélanome que nous dans les pays où on a la peau claire. Et d'ailleurs, ils font des mélanomes un peu différents. Ils font des mélanomes qui ne sont pas liés au soleil, qui sont souvent sous la plante des pieds, ou les paumes des mains, ou dans les muqueuses, par exemple. Donc effectivement, il faut que les gens soient conscients. On n'a pas intérêt, ce ne serait pas rentable de dire à tout le monde, à tous les gens à peau mate, d'aller chez leur dermato tous les mois. Ça n'aurait pas de sens, enfin, pour le problème du mélanome. En revanche, il faut que les gens, avec ces facteurs de risque, soient au courant pour être sur leur garde, pour aller voir leur dermato régulièrement et pour surtout se surveiller et savoir ce qui doit les alerter. Alors moi, j'ai toujours un slogan, je dis « Connaissez votre peau pour sauver votre peau ». C'est un petit peu facile, mais c'est vrai, parce que je pense que il faut que les gens connaissent l'état de leur peau, il faut qu'ils sachent s'ils ont des grains de beauté dans le dos, sur les fesses, les femmes sur la vulve. C'est pas du tout évident. Quand je pose cette question, on me regarde toujours avec un air un peu étonné. J'incite les patients à prendre des photos de leur corps ou à faire prendre des photos. C'est pas la peine de les refaire tous les mois. On fait une photo de son corps, des différentes parties de son corps. Une fois, on le garde dans un dossier papier ou sur son téléphone. Et quand on va voir son dermato, même si c'est 3-4 ans après, quand le dermato vous demande « mais cette lésion-là, vous l'avez depuis combien de temps ?» Eh bien, si on ne sait pas, on regarde sa photo et on sait. Et nous, on sera d'emblée rassurés. Si on voit que cette lésion, elle était déjà comme ça il y a 3 ans et qu'elle n'a pas bougé, on est très tranquille. Donc là, je pense que les patients, ils doivent être énormément responsabilisés. Et ça,
C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas répandu, les gens ne savent pas s'ils ont des grains de beauté dans le dos, sur le cuir chevelu. Ça ne veut pas dire que c'est dangereux d'en avoir à ces endroits-là, ça veut dire que juste il faut le savoir, parce que comme ça, s'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, ben, on le sait. Et s'il y en a un qui préexistait et qui change, on le sait aussi. Parce que les mélanomes peuvent survenir à la fois sur un grain de beauté préexistant, ou on dit de novo, c'est-à-dire sur une peau où il n'y avait pas de grain de beauté. Mais c'est vrai qu'au début, ça ressemble à un grain de beauté, c'est souvent pigmenté. Il y a des facteurs de risque qui sont intrinsèques à la personne, qui sont liés aux gènes. On ne peut rien faire là-dessus. Autant on peut se protéger du facteur environnemental principal qui est le soleil, autant les facteurs génétiques, on ne peut pas. C'est transmis par les parents, par l'hérédité. Et on connaît, il y a 2 gènes à très forte pénétrance, c'est-à-dire des mutations dont on a hérité. Et quand on a une mutation d'un de ces 2 gènes-là, qui s'appelle CDKN2A et CDK4, le risque de développer un mélanome au cours de la vie est très élevé. Mais c'est rare, c'est assez rare. On voit, nous, à peu près dans 15% de nos patients qui présentent un mélanome, on retrouve des antécédents familiaux qui nous font quand même tiquer, qui nous font dire que ce n'est pas le simple hasard. Quand quelqu'un a un mélanome et que sa mère et que sa tante maternelle a eu un mélanome, on se dit qu'il doit quand même y avoir quelque chose, parce que c'est quand même un cancer relativement rare par rapport à d'autres cancers. Alors on fait ce test génétique, on prélève le sang des patients, on regarde dans les lymphocytes en extrayant l'ADN s'il y a des mutations de ces 2 gènes bien connus. Et il y a d'autres gènes aussi qui peuvent être mutés, mais qui sont associés à un risque moins élevé. Donc on regarde tous ces gènes qu'on connaît, et le plus souvent, en fait, on ne trouve pas de mutation. Et ça veut dire qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Et c'est sûrement multigénique, ce n'est pas une seule mutation. Donc ça, c'est bien différent, il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle la mutation de BRAF, par exemple, dans 50% des mélanomes, parce que la mutation de BRAF dans le mélanome, c'est une mutation dite somatique, c'est-à-dire c'est que dans le cancer. Tandis que là, moi, je vous parle de mutations qui sont héritées, donc qui sont dans toutes les cellules de l'organisme, et qui confèrent un risque de développer un mélanome. Quand on voit un patient qui a un mélanome, on lui demande de dire à son entourage proche, ses enfants, ses frères et sœurs, ses parents, on leur conseille d'aller consulter parce qu'on sait qu'il y a à peu près 15% des cas où il peut y avoir une agrégation familiale de mélanome. Donc c'est une précaution de proposer ça. Bien sûr, heureusement, la plupart du temps, il n'y aura pas de mélanome dans la famille, mais on a l'habitude de faire ça. Pour dépister un mélanome, il faut regarder le patient, toute la peau. Il faut regarder le patient nu. Il faut le regarder d'abord de loin, parce que ça peut sauter aux yeux. Ce qui est très important, c'est un signe qui a été une expression qui a été inventée par un collègue qui est dermatologue à Marseille, le professeur Jean-Jacques Grob. Il a appelé ça le signe du vilain petit canard. C'est-à-dire le grain de beauté qui ne ressemble pas aux autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de grains de beauté, un peu louches, un peu suspects, mais souvent ils sont un peu tous pareils. Ils ont un peu tous, même s'ils sont irréguliers, ils ont tous la même forme d'irrégularité, si je peux dire. Mais de temps en temps, il y en a un qui saute aux yeux. Donc c'est important de prendre du recul, de regarder le patient de loin, sous toutes les coutures, donc on le fait tourner. Et parfois, ce n'est pas un gros grain de beauté, c'est quelque chose qui va être plus pigmenté ou qui va être, je ne sais pas comment vous dire, qui va être différent. Il faut se fier un peu à cet instinct de reconnaître la différence. Ensuite, on va se rapprocher et on va regarder en détail toutes les lésions. Donc quand on a un doute, on peut utiliser, certains dermatologues utilisent de plus en plus un dermoscope, qui est un appareil qu'on peut avoir dans sa main. On pose sur la peau et ça nous permet de mettre au point, si vous voulez, la vision au niveau de la jonction entre le derme et l'épiderme. Et on a une vision agrandie, 10 fois ou 20 fois, de ce qui se passe dans la peau. Et on apprend, quand on est dermatologue, on veut se former à la dermoscopie, on apprend une autre sémiologie. On apprend à analyser les signes au dermoscope et quand on est entraîné, ça nous permet d'enlever moins de lésions bénignes et d'enlever les mélanomes plus rapidement. Mais il y a des dermatologues très expérimentés qui n'utilisent pas de dermoscope et qui sont quand même de très très bons cliniciens.
c'est une aide qu'on peut utiliser. On utilise aussi beaucoup les photographies. Moi, je vous dis que les patients doivent se photographier, mais souvent les dermatologues prennent des photos et peuvent les comparer. Et on peut aussi combiner ces deux approches. On fait des photos de dermoscopie, c'est-à-dire qu'on branche sur le dermoscope un appareil photo, et comme ça, on peut détecter des mutations très fines. Et quand on a un doute, mais qui n'est pas suffisant pour enlever la lésion, que le patient ne veut pas, ou alors que c'est un patient à qui on a enlevé déjà plein de lésions qui étaient atypiques mais bénignes, et qu'on a bien confiance dans le patient, on peut sans aucun risque lui dire revenez dans 2 mois, parce qu'en 2 mois, il ne va pas se passer grand-chose. Et là, si c'est exactement pareil, on est rassuré, on refait encore un examen 2 mois après. Et une fois qu'on a une stabilité au cours de plusieurs examens assez rapprochés, on est tranquille. Alors, en s'approchant encore plus de la peau, si vous voulez, un jour, je suis confiante qu'un jour, on pourra obtenir des images qui sont identiques à ce qu'on voit au microscope quand on a fait une biopsie, sans invasion, enfin sans biopsie. Un jour, on va y arriver. Il y a des techniques qui se mettent en place, notamment les microscopes Raman. Donc, c'est des choses qui sont encore à l'étude. Mais aujourd'hui, on peut déjà utiliser de la microscopie confocale in vivo. Alors ça veut dire qu'on utilise un appareil qui est fondé sur l'utilisation d'un laser confocal, et on a une image de la peau. Il faut être bien formé pour analyser cette image, hein. C'est pas comme une image au microscope, mais il y a des gens qui sont experts dans l'analyse de ces images. Il y a certains services en France qui le font et qui permettent également de dépister des lésions à un stade débutant. Donc il y a beaucoup de choses qui progressent pour détecter les mélanomes débutants. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que le sens clinique, l'observation, l'œil et l'évolutivité, donc l'interaction avec le patient qui va bien connaître sa peau, c'est aujourd'hui quelque chose qui est déjà très bien et qui permettrait d'enlever la plupart des mélanomes.